Bonjour. Alors, petite mise à jour, enfin grosse mise à jour du, du scénario ou de l'embryon de scénario sur, sur le thème du labyrinthe. Il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont évolué. Donc je vais vous, en tout cas pour ce qui concerne, comment dirais-je, l'histoire, ce que j'appelle l'histoire initiale. Donc si vous vous souvenez, euh, ce que je veux dire par histoire initiale, si vous vous souvenez de ce que je vous avais expliqué la dernière fois, l'idée de ce scénario c'était de plonger les PJ dans un espèce de labyrinthe, donc de les faire voyager un peu malgré eux d'une époque et d'un endroit à l'autre, euh, de manière un peu aléatoire, et le but étant un peu de reconstituer le pourquoi du comment ils se sont retrouvés dans cette situation. Puisque je vous le rappelle, les PJ sont amnésiques au début du scénario. Alors, bien sûr, avant de naviguer à travers ce labyrinthe ne leur fait en fait que revivre certaines scènes qui ont déjà eu lieu avant. Et donc ces scènes qui ont déjà eu lieu avant, c'est ce que j'appelle l'histoire initiale. Donc cette histoire initiale, elle est linéaire et le jeu commence après. Alors je vais vous partager un peu cette histoire initiale. Euh, donc l'histoire initiale se présente comme ça. Alors j'ai modifié hein, le document depuis la dernière fois. Il y a pas mal de trucs qui ont gerté. Donc je vous la fais court. Donc l'histoire initiale. Les PJ sont de jeunes scientifiques participant à la campagne d'Égypte. Donc en 1801. Ils découvrent le site. Alors le site là, c'est quelque chose qui reste à définir. Ils découvrent le site accompagné de Legrand et Rachid. Et il y a un accident. Donc c'est un site archéologique, on en reparlera plus tard. Donc suite à cela, leur mémoire est effacée et ils sont projetés en 1890. Legrand et Rachid à d'autres époques. Malgré leur amnésie, ils font leur vie, peut-être avec l'aide de Legrand qui aura été projeté à une époque antérieure et donc pourra les prendre en charge. En 1920, ils assistent à une conférence sur la campagne d'Égypte et retrouvent la mémoire. Leur mémoire est effacée et ils sont cette fois projetés dans le labyrinthe. Alors, euh, ça c'est mon histoire initiale. Je vais éclaircir certains points, puisque là c'est simplement de la prise de notes. Déjà, je vais remplacer. euh, la dernière fois, j'avais un espèce de dessin avec des flèches dans tous les sens. J'ai quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus clair, enfin je pense, qui est ce dessin. Tac, tac. Ok. Alors, je vais le laisser en grand, ça passera mieux à la vidéo. Donc l'idée du scénar, c'est ça, c'est que... Alors la campagne d'Égypte, j'y reviendrai juste après. Mais l'idée, c'est que cette campagne d'Égypte, donc où les troupes françaises étaient en Égypte, donc en 1799, les PJ sont donc des scientifiques, donc ils participent à des fouilles, des recherches, etc. Et ils découvrent un lieu ou un artefact, je ne sais pas encore, mais ils le découvrent et ça se passe assez mal pour eux. Alors ils ne sont pas seuls, ils sont donc accompagnés du professeur Legrand. Alors
avant c'était le professeur Freeman, mais bon, maintenant qu'il s'agit des troupes françaises, tous les PJ seront donc français. Donc le professeur Legrand. Donc eux ont une vingtaine d'années, le professeur Legrand a une trentaine d'années. Ils sont accompagnés d'un petit guide local, un Égyptien que j'ai appelé Rachid, qui est là pour le coup à une quinzaine d'années et donc qui leur sert un peu de guide, d'interprète. Ils pénètrent dans une grotte, enfin un lieu sacré quelconque. Et Rachid est envoyé en éclaireur et donc il disparaît. Suite à quoi le professeur part à sa recherche, le professeur disparaît aussi. Les PJ partent à la recherche du professeur et se retrouvent projetés à une autre époque, dans le futur. Alors pourquoi? Eh bien parce que cette projection temporelle, c'est un mécanisme de sécurité qui permet aux hommes, enfin qui permet à la race qui est à l'origine de cet artefact de se protéger des hommes. Voilà, on vous expulse dans le futur. Ce qui fait que d'une, vous ne découvrez pas ce qu'il y avait à découvrir. Et de deux, vous ne pouvez pas en informer les autres et donc ça coupe court à toute recherche. Alors pourquoi j'ai choisi ce type de mécanisme? C'est par rapport, si vous vous souvenez, à la thématique des fourmis. La thématique de l'homme qui ne serait qu'une fourmi par rapport à des puissances supérieures. Donc les fourmis, quand on veut s'en débarrasser, on a plusieurs possibilités. Vous connaissez donc le piège à insectes, hein, où on coupe une bouteille qu'on retourne pour former un entonnoir. Les fourmis rentrent, mais les fourmis ou autre chose rentrent, mais sont incapables de retrouver le chemin qui les y a fait venir. Alors ça c'est une première image pour symboliser un peu ce qui arrive au PJ. La fourmi ou l'insecte qui rentre dans ce piège, elle se déplace sur une surface plane, une surface à 2 dimensions. L'humain, lui, qui a construit le piège, il visualise ce piège en 3 dimensions. C'est donc son intelligence supérieure qui lui permet d'avoir raison de l'intelligence de la fourmi et de construire ce piège. Donc là, on est en plein dans la thématique de l'homme fourmi en proie face à une intelligence supérieure. Une autre image, c'est l'image de la fourmilière qui envoie des éclaireurs pour chercher de la nourriture. Et les éclaireurs laissent derrière eux une trace chimique qui va permettre aux autres fourmis de suivre la piste dans le cas où l'éclaireur a trouvé quelque chose d'intéressant. Donc là, c'est un peu la même logique. Qu'est-ce qu'on fait nous les humains quand on a envie de se débarrasser des fourmis qui viennent dans notre cuisine? Eh ben, on met des leurres ou on coupe. Alors on peut le faire avec de la craie ou avec du charbon. On peut couper la trace chimique. Et donc la fourmi éclaireuse, elle ne retrouve pas son chemin vers la fourmilière. Et en même temps, les autres fourmis ne peuvent pas suivre la piste qui mène à la nourriture. Donc c'est un peu ces deux images-là que je vais utiliser plus tard. Sauf que les fourmis, bien sûr, ça sera les investigateurs. Alors revenons à notre petit schéma ici. Donc, Rachid, alors le professeur, donc le chef des investigateurs, lui,
va faire un saut temporel jusqu'en 1870. Donc il arrivera en 1870 à l'âge de 30 ans. Il en aura donc 60 en 1900 et 80 en 1920. Ce qui nous rappelle, non, ce qui nous rappelle les trois photos à des âges différents du professeur Legrand. Rachid, lui, euh, va aussi faire un saut temporel. Alors j'ai pas encore déterminé exactement à quelle époque il arriverait, mais lui, il va passer le reste de son existence à essayer de se venger en fait des Occidentaux qui lui ont flingué sa vie en fait. Euh, donc ça sera comment dire, un protagoniste de choix. Hein. Il en aura vraiment après eux et il essaiera de se venger par tous les moyens. Les PJ, eux, seront projetés donc en l'an 1900. Alors ça c'est des dates indicatives, hein, ça pourra varier plus tard. Mais disons qu'ils seront projetés après le professeur, ce qui fait que quand ils le croiseront, ou peut-être le connaissent-ils déjà, il se pourrait par exemple que le professeur les ait rencontrés, mais étant donné que, ah oui très important, quand les gens sont projetés, leur mémoire est effacée. Euh, donc peut-être qu'ils se croiseront sans se reconnaître. Mais toujours est-il qu'il y aura une différence d'âge. Et au moment où le scénario commencera, les PJ auront 40 ans et le professeur en aura 80. Voilà. Alors ça, c'est, je dirais, le piège à fourmis niveau débutant. Si les humains qui ont été dont la mémoire a été effacée et qui ont été projetés dans le temps, malgré cela, arrivent à retrouver la trace. Donc là, en l'occurrence, c'est pas une trace chimique, mais c'est une trace informationnelle, à travers des documents, à travers des contacts avec d'autres humains. Ils arrivent à reprendre, à retrouver la trace de ce qui les a, de cet endroit magique, enfin ce site qui leur est interdit d'accès. Si malgré tout ils reprennent la trace de cet endroit, et eh bien ces traces supérieures, et eh bien tentera de les projeter cette fois-ci dans un labyrinthe, donc un labyrinthe spatio-temporel, pour les perdre définitivement. Et c'est donc dans cette situation que les joueurs seront quand ils commencent le scénario. Alors pourquoi le simple voyage dans le temps accompagné d'un effacement de mémoire n'a pas suffi? Eh bien parce qu'en 1920, donc c'est ce que je vous disais ici, en 1920, ils assistent à une conférence sur la campagne d'Égypte et retrouvent la mémoire. Donc ce que j'avais pensé, d'ailleurs je vais le noter dans une possible scène, c'est la scène donc de la conférence sur la campagne d'Égypte. Et bien simplement de voir des photos, ah non peut-être pas des photos, mais des lithographies d'époque, des documents, d'entendre des noms, et bien ça va leur faire un petit déclic et ils vont peut-être partiellement recouvrer la mémoire. Alors pourquoi je note ça dans les scènes? Parce que j'avais eu cette idée que les PJ pourraient se voir en lithographie. Puisque cette campagne d'Égypte, c'est quelque chose qui a été assez bien documenté. Et il se pourrait très bien que le conférencier ait des documents d'époque. Et donc les PJ, en voyant leur portrait, plus d'un siècle
dans le passé, eh bien ça pourrait sérieusement leur faire un petit déclic au niveau de la mémoire. Euh, se voit se voit sur une lithographie. J'aime bien ce genre de scène. Alors, donc suite à ce recouvrement de mémoire, les forces supérieures, alors peut-être un peu après, ou au moment où ils ont le déclic, les forces supérieures prennent conscience du fait que leur site n'est plus en sécurité, et donc effacent la mémoire des PJ et les balancent dans le fameux labyrinthe. Et c'est là que l'aventure commence. Alors, pourquoi la campagne d'Égypte? Alors, je suis tout simplement tombé par hasard sur ça en farfouillant dans Wikipédia. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne source d'inspiration. Je vais vous montrer un peu dans les notes que j'avais prises. Donc là, encore une fois, vous voyez, Zimwiki, c'est assez sympa pour prendre en note donc, des adresses. Donc vous voyez la campagne d'Égypte. Si vous allez faire un petit tour, vous verrez qu'en fait, il y avait toute une, euh, toute une organisation, alors à la fois militaire, mais aussi scientifique. Euh, je ne sais plus où j'ai mis ce lien. Mais il y avait, pour cette campagne d'Égypte, qui était en fait une campagne contre les Anglais, hein. Mais il y avait une expédition scientifique qui s'appelait donc la Commission des sciences et des arts. Et donc là, vous voyez un peu la liste des gens qui étaient embarqués. Il y avait des antiquaires, des astronomes, des architectes, des botanistes, des chimistes, des chirurgiens, des économistes, des géomètres, des horlogers, des imprimeurs, ingénieurs des ponts et chaussées. Euh, Toute une série de personnages d'époque. Alors la campagne conduite par Napoléon Bonaparte. Dans les, je sais plus, dans les mathématiciens, il y avait Fourier. Enfin, il y a des personnages connus. Et donc, je trouvais que c'était sympa de plonger les investigateurs dans cette ambiance. Euh, Avec des personnages hauts en couleur, une partie de l'histoire de France. C'est ça qui a motivé ce choix. Sur la campagne d'Égypte, il y a aussi donc des événements historiques assez intéressants. Enfin, des, disons des petits passages intéressants. Donc, notamment, j'avais relevé la bataille des pyramides. Donc, vous imaginez une bataille avec en toile de fond les grandes pyramides. Euh, Ça, je me suis dit que ça aurait de la gueule. Euh, et puis vous avez aussi tout un tas de choses qui ont été de découvertes, hein, qui ont été faites. Donc il y a eu la pierre de Rosette par exemple, euh, qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes. Alors ça pourrait être quelque chose pour mettre les joueurs sur une fausse piste. J'ai trouvé aussi, donc vous avez tout un tas de sites qui vous donnent un peu les interprétations des hiéroglyphes. Donc je pourrais avoir des photos d'époque ou des dessins qui ont été faits par les scientifiques de l'époque avec euh, des, des, du, des écritures hiéroglyphiques bon, qui n'ont pas été entièrement traduits. Et donc ce qui est intéressant avec les hiéroglyphes, c'est qu'on a plusieurs interprétations, hein, pour les hiéroglyphes. Donc il y aura peut-être des petits casse-têtes à résoudre par les joueurs. On pourrait même penser à des doubles sens, c'est-à-dire que la première fois
lorsqu'ils voient un message, ils vont l'interpréter d'une façon, et puis après passer d'un endroit à l'autre dans le labyrinthe, revenir sur leurs pas, ils vont l'interpréter d'une façon différente. Je me suis dit que donc le cadre de l'Égypte, avec toute cette ambiance de conquête, de fouilles archéologiques, tout ce côté mystique de l'Égypte ancienne, et, et c'est tout. J'ai trouvé que ça serait une bonne base pour le scénario. Alors, revenons donc à nos moutons. Donc j'en étais où? La structure, la voici. Alors j'avais quelques choses à rajouter. Donc au niveau des PNJ, le professeur Gaspard Legrand, donc ça, qui serait le chef lors des fouilles en Égypte. Alors lui, avec sa tête de vicieux, je voulais que ce soit un laborantin, mais j'ai changé d'idée, ça sera plutôt un psychiatre. Pourquoi? Parce que mon idée, c'était que le professeur Legrand, quand il va se retrouver projeté dans le futur, bon, il va refaire une carrière académique, et il va rencontrer ce fameux professeur Ratier, pour lui faire part enfin, pour essayer de remédier à son amnésie, et peut-être avoir recours à l'hypnose pour essayer de retrouver des souvenirs, etc. C'est aussi un PNJ que les joueurs pourraient croiser, euh, afin de suivre des petites séances d'hypnose. J'ai... Ah oui, donc par rapport à lui, un autre moyen qui pourrait peut-être amener les joueurs à le rencontrer, c'est un livre, parce que j'ai aussi pondu quelques livres. Donc j'ai créé une section aide de jeu. Donc lui, il aurait écrit le livre Préscience, l'hypothèse extraterrestre. Euh, donc, alors il faut que je complète là, bien sûr. J'écrirai quelques passages que je donnerai en aide de jeu aux joueurs. Mais bon, ça serait un livre basé sur l'analyse de plusieurs cas, de cas d'amnésie, sur lesquels il aurait alors peut-être pratiquer l'hypnose, ou alors peut-être ça serait simplement basé sur des archives psychiatriques. Mais bon, la théorie du livre serait que un certain nombre de cas s'expliqueraient par enfin serait corrélation avec des capacités de préscience, ou peut-être des gens qui seraient au courant de certains faits historiques alors qu'ils ne devraient pas. Et donc il aurait mis une théorie comme quoi ces gens auraient été enlevés par des extraterrestres, peut-être avec du voyage temporel, etc. Donc ça c'est quelque chose une chose vers laquelle les joueurs, s'ils cherchent à comprendre ce qui leur arrive, devraient se tourner. Après, je ne sais pas exactement comment ça va se faire. Ensuite, un autre personnage que je vais rajouter, c'est donc Rachid. Alors Rachid, au moment de l'accident originel, lors de la fouille, c'était un gamin. Mais là, au moment où les personnages vont interagir avec lui, ça sera certainement un adulte, euh, complètement aigri de ce qui lui est arrivé, de ses en colère après ces colonisateurs qui l'ont utilisé, qui l'ont sacrifié en quelque sorte. Donc un bon adversaire. Je vais mettre vengeance. Il pourrait même, je vais le marquer aussi ici, pactiser avec l'ennemi. Alors l'ennemi, je vais en reparler après. Cette
cette race supérieure. Un autre PNJ auquel j'ai pensé, c'est donc le professeur Ali Kaffour. Donc pour ceux qui ont fait la campagne des masques, ça devrait vous dire quelque chose. C'est donc un professeur d'archéologie égyptien justement, qui est aussi un occultiste et donc au courant du mythe. Donc lui il pourrait briefer un peu les PNJ sur ce qui leur arrive. Pareil, à déterminer dans quelles circonstances ils le rencontreront. Ali Kaffour, il pourrait avoir écrit ou donner cette information aux joueurs à propos d'un livre. Alors un livre que j'ai appelé La prison sans mur, qui explique un peu en quoi consiste ce piège spatio-temporel. Donc ça c'est en rapport avec cette idée de fourmi, hein, mais à une dimension supérieure. Donc Rachid et Kaffour, voilà qui est fait. Bon, bien sûr, il y aura d'autres PNJ. Alors, en parlant de PNJ, là j'avais mis un petit lien aussi. Commission des sciences et des arts. Tous ces scientifiques, ce qui est bien, c'est que sur la page wiki, vous les avez tous, hein, avec leur nom, leur date de naissance, etc. Et puis un petit bout d'histoire, hein, vous voyez, André-Louis de Saint-Simon, économiste, mort de la peste à Jaffa. Jean Honoré Sey, ingénieur, mort au siège Saint-Jean d'Acre. Donc ça, c'est une bonne petite réserve de PNJ et puis d'inspiration, notamment quand les joueurs seront dans l'Égypte de l'époque. Quoi d'autre? Je relis un petit peu mes notes. Ah oui. Donc dans la structure, là, j'ai enlevé pas mal de trucs. Je pensais avoir des transitions de manière un peu aléatoire. Je pense qu'elles resteront aléatoires parce que l'idée de ce scénario, c'est de pouvoir le jouer plusieurs fois dans des ordres complètement différents. Il faudra quand même, alors j'ai mis transition toutes les 20 plus un dé de 20 minutes, il faudrait quand même qu'à chaque session de jeu, en comptant des sessions de 3 heures, que les joueurs soient baladés dans 3, 4 ou 5 lieux différents, hein, pour qu'ils puissent couvrir le labyrinthe, qu'ils puissent en couvrir une bonne partie quand même, parce que sinon, tant qu'ils ne voyagent pas d'un point à un autre, ils ne peuvent pas en apprendre beaucoup sur ce qui s'est passé. Alors, quoi d'autre? Ouais. Bon, je vais faire la vidéo courte, hein, donc je vais pas en dire plus. Je vais simplement noter deux petites idées ici. C'est que la première idée, c'est que la pyramide serait une forme de protection par rapport aux entités supérieures. C'est-à-dire que ces créatures seraient toutes puissantes par rapport aux humains, mais tout ce qui serait caché dans une pyramide ou contenu dans une pyramide échapperait complètement à leur contrôle. Ce qui expliquerait pourquoi les Égyptiens
on construit les pyramides. Ça, c'est une idée à creuser. Ça pourrait être une partie de la solution pour les PJ. J'avais aussi pensé à ce que un PNJ, pardon, un PNJ avec une maison dont une maison au toit pyramidal. Donc ça serait un type qui aurait un peu pas tout compris, mais il, il assurerait un peu sa sécurité parce qu'il aurait certaines informations. Possède des infos. Alors ça c'est un PNJ à créer. Alors je vais le mettre en note comme ça. Tac, PNJ à créer. Alors pourquoi je le mets en note comme ça? C'est parce que ces notes là, c'est des choses à faire. On peut les faire ressortir dans ZimWiki plus tard. Enfin, toutes ensemble. Pyramide égale protection. Protection ou invisibilité. Invisibilité par rapport aux entités supérieures ES. Voilà. Alors, et pour faire la vidéo courte, je vais simplement maintenant vous parler d'un point que j'avais pas trop d'idées la dernière fois. C'était cette idée de voyage dans le temps. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a des monstres? Est-ce qu'il y a des des créatures du mythe que les personnages vont rencontrer physiquement? Alors ça, alors déjà, oui, donc le site, je reviens à ça plus tard, juste après, le site caché sous un monument mineur dans un village. C'est-à-dire que les joueurs seront plutôt tentés, je pense, d'aller fouiller dans les pyramides ou dans l'endroit où on a trouvé dans le temple où on a trouvé la pierre de Rosette, ce genre de piège à investigateurs. Alors qu'en fait, pour des raisons de discrétion, le lieu en question sera dans un petit village tout simple, sous un monument tout bête. J'avais pensé aussi à une grotte. Ouais. Ouais, j'avais pensé à la grotte pendant la bataille. Je vais le marquer pendant la bataille des pyramides. Bon, l'idée c'est que pendant la bataille, il faut savoir qu'à l'époque, quand il y avait quand des convois étaient attaqués, ils avaient ce qu'ils appelaient la formation en carré. Donc ils mettaient tous les savants, les nobles au milieu du carré et l'infanterie, la chevalerie formaient un carré pour les protéger. Et donc ça j'avais pensé que ça serait une bonne idée de scène in media res. De se retrouver au milieu d'un carré attaqué par les mamelouks. Alors ça, j'avais pris une photo aussi. Je vais mettre ça dans les scènes. Départ d'Alexandrie, bataille des pyramides, formation carré, mamelouk, ouais. Mamelouk, ça ressemble à ça. Donc c'était des espèces de... Comment dire? De mercenaires aux ordres de l'Empire ottoman. Voilà. C'était des brutes, quoi. Voilà. Alors, les créatures. Donc là, j'avais envie de changer un peu des monstres du bestiaire. Et j'avais eu cette idée de méduse dévoreuse de souvenirs.
Et je ne veux pas que ce soit quelque chose qui se manifeste physiquement, frontalement. Il faut que ce soit quelque chose qui, pendant 80% ou 90% du scénario, euh, ne se manifeste que dans des rêves ou des cauchemars, dans des visions, peut-être même dans la scène initiale, puisque le scénario commence juste après qu'il se soit fait effacer la mémoire, donc il pourrait avoir des brides de souvenirs de ces créatures. Mais je veux que ce soit quelque chose d'un peu caché, ce qui va faire travailler leur imagination. Ce sera aussi quelque chose qui sera évoqué dans les différents documents qu'ils pourront lire ou dans les différentes discussions, peut-être avec le type là, qui se cache dans sa maison avec un toit pyramidal, lui, il pourra leur en parler en leur disant que c'est terrible, etc. Mais je trouve que c'est bien de garder un peu un mystère. Euh, ça les fait, ça fait plus peur, je pense. Alors, il se pourrait que, ouais, un humain, j'avais pensé à ça aussi, un humain. Enfin, une de ces créatures prendrait la forme d'un humain, mais son ombre aurait toujours une forme de méduse. Euh, Cauchemar d'effaçage de mémoire. Alors, je vais vous montrer un peu les trucs que j'avais trouvés. Donc, ce sont des êtres supérieurs hein, qui vivent dans des espaces dimensionnels plus, plus éthérés. Euh, J'avais trouvé voilà cette vidéo. Donc c'est des créatures marines qui vivent dans les abysses, qui produisent de la lumière. Donc ça pourrait être, vous voyez, des espèces de visions que les joueurs auraient. Non, ça c'est pas terrible. Voilà, ça par exemple, je trouve ça assez sympa. Des lumières de toutes les couleurs, des petites vibrations. En plus, c'est des films qui sont faits dans le noir. Enfin, je trouve que ça évoque assez bien l'idée de créatures qui est dans un espace, dans une autre dimension un petit peu. Et je trouve que qu'elles sont assez flippantes, hein, ces bestioles. Donc ça, alors ça c'est, pardon, ça c'est autre chose. Ça c'était une vidéo que j'avais trouvée, un type qui se fait scalper bien comme il faut. Ça pourrait être quelque chose qui revient dans un cauchemar. Par rapport à l'effacement de mémoire, ça pourrait être ça, plus des méduses. Bon, ça pourrait être une représentation de ces créatures qu'il découvrirait dans une grotte. Bon, ça c'est pas mal non plus. Ça aussi, ça pourrait être quelque chose à voir. C'est des photos que j'ai trouvées qui m'ont inspiré et je les recaserai à un moment ou à un autre du scénario. Donc voilà, c'est tout pour cette petite mise à jour. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est que il va me falloir un peu travailler ce qui est arrivé un peu à Rachid et au professeur Legrand, hein, notamment le professeur Legrand qui va précéder les PJ de 30 ans. Donc il lui sera arrivé des choses. Il aura peut-être partiellement recouvré la mémoire, il aura peut-être contacté le professeur Cafour, voir l'hypnotiseur, je sais pas. Et il faut que je pense aussi à un antagoniste. Euh, donc il y aura Rachid bien sûr. Il serait bien d'en avoir un qui, par rapport à cette thématique de la technique, hein, de l'homme qui veut accéder à la connaissance euh, qui le dépasse, un type qui serait plus ou moins dans la enfin pas dans la confidence, mais qui serait un peu au courant
euh, de tout ça. Ce type-là pourrait essayer d'utiliser les PJ euh, pour ses propres ambitions. Et il faudrait aussi peut-être... Ah oui, il y a aussi le PJ, j'avais dit, un PNJ qui pourrait leur venir en aide. Donc voilà, il me reste un peu tout ça euh, à, à peaufiner. Donc c'est-à-dire, en gros, je vais remplir un peu, une fois que j'aurai fait ça, je pourrais faire mes scènes, donc les scènes dans lesquelles les joueurs seront projetés. Ça sera juste du remplissage, pardon. Une fois que j'aurai bien déterminé ce qui se passe pendant ces quelques années là. Et ce qu'il faudra faire aussi, c'est d'essayer de faire ressortir cette thématique du labyrinthe dans la façon dont les scènes seront cadrées et à quel moment elles commenceront, à quel moment elles se finiront. Je veux vraiment avoir cette notion de cul-de-sac, de retour en arrière, de répétition, de tourner en rond, de confusion. Donc ça, je verrai comment ça va se goupiller. Voilà, donc prochaine mise à jour, je pense que le scénario aura bien progressé. En attendant, eh bien, si ça vous a inspiré des remarques, des commentaires, eh ben, n'hésitez pas. Voilà, à plus tard.